1er juin, euh, cette- ces propos vont tourner un peu autour, je ne sais plus, je ne sais pas exactement, ça va être un peu du pêle-mêle, euh, des propos épars, euh, je voudrais dire fragmentés, des propos fragmentés. Peut-être que la vérité est quelque part dans, euh, dans la partie, non pas dans la totalité, peut-être que la vérité est dans le fragment et non pas dans l'ensemble. Voilà euh, pour quel bilan et quelle perspective. Souvent, la notion de bilan est plutôt perçue comme quelque chose de d'un peu négatif. Quand on l'a fait sur le plan personnel, c'est que on est devant une difficulté majeure et que on essaie de se reprendre. Euh, J'allais dire, on est devant une sorte de une menace de noyade et de noyade mentale ou psychique. Et en fait, l'effort qu'on fait consiste à vouloir un peu faire le tour des choses pour essayer de retrouver une méthode pour avoir un rapport satisfaisant aux choses. Je fais le bilan et souvent donc le bilan c'est plutôt le bilan de ses manquements. C'est toujours d'ailleurs assez particulier, assez remarquable dans cette affaire-là. Souvent, quand nous faisons le bilan de ce que nous n'avons pas fait, mais ce que nous avons raté, mais pas de ce que nous avons accompli. Et quand nous, souvent, ce que nous avons accompli dévalorisé et considéré comme de peu de conséquences, et parce qu'on a quelquefois des rêves au-delà de nos possibilités, parce que quelquefois nous, nous mettons dans des situations euh, où nous demandons trop à nous-mêmes et aux gens qui pourraient nous entourer. Voilà quel bilan, quelle perspective. Si le bilan, je peux dire, globalement négatif, voilà, j'ai introduit une notion de relativité, donc globalement négatif, globalement inintéressant, comment peut-on quelque part le sauver malgré tout? On va dire le bilan d'un homme, d'un être humain, peu importe, d'un être humain et n'est pas spécialement quelque chose qui doit être jugé avec les notions de l'accompli et de l'inaccompli. Euh, la- tout ce que fait l'être humain est amené à être défait. Donc, bien entendu, si hier j'ai entendu quelque chose sur Edison et sur le fait qu'il ait fini par mettre en place l'ampoule électrique et c'est suite à beaucoup d'expériences et à un moment ce fut une sorte de concours de circonstances, un hasard ou je ne sais plus quoi, mais en tout cas c'était pas voulu comme cela. Donc la chose s'est faite un peu d'elle-même. Et nous pouvons, là aussi, quand il s'agit, hier j'ai entendu quelqu'un qui parlait de la révolution agricole, la révolution néolithique, et nous sommes dans un siècle qui un peu a décidé de tout revoir, de revenir sur tout ce qui était considéré auparavant comme quelque chose d'essentiel, comme des étapes majeures. Ainsi, l'agriculture serait plutôt, non seulement avant on la voyait comme le départ, quelque part la chose qui a conduit à la violence,
parce qu'il y a possession, d'où finalement l'émergence de la violence, l'émergence de la propriété privée, etc. Le corollaire à ça, c'est la violence. Et fondamentalement, mais malgré tout, l'homme a fait de grands pas parce qu'il est sorti de l'arbitraire de la nature. Il a domestiqué la nature d'une certaine façon. Mais il s'est assuré par là, il s'est donné les moyens de s'autonomiser. Mais voilà que quelqu'un dit ce n'est pas si intéressant que cela, parce que finalement les nomades étaient plus libres et il y avait suffisamment à manger dans la nature, les gens se sont entassés, se sont forcés à cohabiter, et puis ils fournissaient plus de travail que s'ils n'avaient pas été agriculteurs, éleveurs, etc. Donc finalement, ils ont perdu dans l'affaire. Ils fournissent plus d'efforts pour le même bénéfice. Alors qu'avec le mode de nomadisme, avec le nomadisme, la chasse, la cueillette, il fallait fournir moins d'efforts. Après, comme pour ce qui est de l'agriculture, on pourrait toujours dire que la violence a préexisté au néolithique, et que l'être humain, que quelque part, d'une certaine façon, l'être humain, en croissant, en se multipliant, grâce aussi à la domestication de la nature, s'est donné les moyens d'échapper peut-être à une crise démographique majeure. Peut-être sans cela, l'être humain aurait disparu. Certains pourraient considérer que ça n'aurait pas été une grande perte pour la biodiversité, si l'on veut dire. Donc, finalement, comme tout à l'heure, j'ai entendu les slogans des défenseurs de la cause animaliste, les antispécistes, etc. Et voilà comment les choses se déplacent. Je suis né avec des notions et avec, j'allais dire, des valeurs, avec une vision de la lutte, une vision de ce qu'il y a à défendre, etc. Des valeurs qu'on peut considérer actuellement comme un peu dépassées. Ce n'est pas la lutte pour la justice sociale, c'est la lutte pour la justice climatique, et c'est la lutte pour... c'est pas la lutte pour les êtres humains, c'est la lutte pour tous les êtres. L'être humain est noyé. La peine et les difficultés, la misère et les souffrances de l'être humain sont noyées dans les souffrances du monde vivant. Bien entendu, cela est aussi des idées qui m'ont traversé et que j'ai mis en mots. Mais c'est le problème de voir ces choses-là un peu prendre des dimensions et se substituer aux autres mots d'ordre et aux autres mobilisations. Et comme ce matin, je pensais à cette chose qui est... j'ai lu quelque part que la ville de Paris a interdit la cigarette dans un certain nombre de parcs et jardins publics, un peu à la mode états-unienne, et je me pose la question. Avant, on a interdit dans ces espaces, on interdit aux non-parents d'aller dans les espaces réservés aux enfants, parce que il pourrait y avoir, c'est interdit d'office, c'est peut-être pas interdit, voilà, ça, ce n'est pas interdit. Mais par contre, si vous voulez regarder les enfants, et un peu, vous n'avez pas trop le droit. Mais par contre, on avait interdit, voilà ce qu'était l'interdiction. Parce que de toutes les façons, si je n'ai pas d'enfant, il m'est interdit de façon non dite d'aller dans l'enclos réservé aux enfants et aux jeux des enfants. Mais
fumer dans cet enclos. Il était interdit de fumer dans cet enclos. Ce qui est totalement aberrant, c'est que la fumée s'échappe. Dans un lieu ouvert, on ne comprend pas. On passe d'un lieu clos à un lieu ouvert. Donc voilà, le lieu ouvert par essence, c'est un lieu qui ne présente pas de danger. Voilà comment, et ça m'a fait penser à cette chose qui m'est arrivée. Je suis monté dans la voiture de quelqu'un, une voiture qu'il s'est achetée par une opération, etc., en donnant sa vieille voiture, voilà, il bénéficiait d'une réduction substantielle, etc. Donc il se retrouve avec une voiture au dernier cri. Et je suis monté, j'ai tardé à mettre la ceinture. Et voilà un bruit. Et rapidement, j'ai compris que le bruit, malgré tout, avant que le conducteur me le signale de façon beaucoup plus claire, mais j'ai compris que le bruit venait quelque chose en rapport avec quelque chose que je n'ai pas fait. Et cette voiture ne s'est arrêtée d'avertir que à partir du moment où j'ai mis la ceinture. Voilà une contrainte. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait. Évidemment, quand on monte avec quelqu'un, nous mettons la ceinture parce que nous voulons pas attirer d'ennui à celui qui nous transporte. Imaginons un contrôle, le contrôle va dire le conducteur, le passager paie quelque chose, peut-être que le conducteur aussi parce qu'il a laissé son passager rester sans ceinture, sans protection. Voilà, c'est pour votre bien. Voilà la notion qui se retourne contre nous. On veille sur vous, on vous protège. Ça rappelle de mauvais souvenirs, les protecteurs, les vigilants, etc. Toute cette sorte bon gens, dormez tranquille, nous vous protégeons. Il y a toujours un prix à payer aux protecteurs. C'est ça l'affaire. Les protecteurs, à un moment donné, ils demandent quelque chose en échange. Ça rappelle évidemment ce que vous savez, la mafia, la protection, etc. Mais ça rappelle d'autres contextes politiques et sociaux. Et l'État, là aussi, vous protège. Et en échange, il vous demande de contribuer de diverses manières. C'est un service qui n'est pas gratuit. En tous les cas, dans tous les... et finalement, voilà le fragment. Le fragment, et là on revient vers le fragment d'une autre manière, c'est dans le sens où, à un moment, quelqu'un a essayé d'imaginer que, bien sûr, quand on est en société, on voit qu'il y a des différences, qu'il y a des sortes de destins qui ne se ressemblent pas. Donc on déduit, parce que quelqu'un a les moyens de faire ceci ou cela extérieurement, pas dire les signes extérieurs de la richesse, mais on voit extérieurement comment la personne est habillée, etc., etc. Il y a des signes qui nous indiquent que les gens ne sont pas tous, ne disposent pas tous des mêmes possibilités économiques. Et finalement, on en déduit de façon empirique comme ça qu'il y a des différences. D'autres gens sont allés beaucoup plus loin et ont un peu classé les gens. Bien sûr, avant, il y avait le tiers-état, peut-être le peuple, il y a toujours eu, je ne sais pas ce qu'il y a avec le tiers-état, je dis le peuple, je dis après, je ne sais pas, qui compose les deux tiers restants. En tout cas, le marxisme ou le Marx, peut-être que c'est pas lui qui a imaginé ou qui a théorisé en premier la théorie des classes, mais on va dire qu'il y a trois classes où il y a, là aussi on peut dire trois classes, puis après il y a des sous-classes, bourgeoisie, la petite bourgeoisie, etc., etc. Et puis voilà la classe défavorisée, la classe moyenne, la classe supérieure.
Et on voit cela, et c'est beaucoup plus facile à utiliser. J'appartiens à la classe défavorisée, donc c'est clair. J'ai des alliés potentiels et j'ai des ennemis potentiels ou déclarés. Je sais à qui j'appartiens, à quel ensemble j'appartiens, et cela, pour moi, ça me facilite la détermination. Et puis finalement, je vais dire, ma détermination, mon appartenance, mon inscription. Et voilà que apparaissent d'autres éléments de ce schéma-là, et secoués et bouleversés, apparaissent d'autres éléments de distinction ou de représentation ou de détermination. On voit apparaître la question climatique, ceux qui sont pour la planète et ceux qui sont contre la planète, les bons et les mauvais. En fait, c'est carrément, c'est binaire, c'est une dichotomie, c'est même pas une trinité, c'est juste deux pôles opposés, un duopole, et simplement les bons et les méchants. On pourrait dire un peu les neutres entre les deux, les neutres, les gens qui les indéterminés, mais ils ne comptent pas un peu les indéterminés, on les prend pas en compte. On sait que il y a deux ensembles, et ces deux ensembles ne peuvent pas s'entendre parce qu'il y a trop d'antagonisme entre eux, parce que il y a une opposition radicale de conception. Mais moi, je m'inscris dans la bonne case, puisque finalement, moi, je suis le bon contre le méchant. Moi, je me soucie du bien-être général et pas que du mien. Je pense à la planète, je pense aux autres êtres vivants, je pense aux générations futures, etc., etc. Je me donne le beau rôle. Voilà le fragment, et une société qui se fragmente encore plus, parce qu'évidemment, il peut y avoir des oppositions à l'intérieur de la même classe. Si encore on peut accepter l'existence de la trinité de classes, mais voilà d'autres manières de choisir, d'autres manières de se déterminer, de choisir un peu ces centres d'intérêt, simplement. Voilà ce qui me motive, ce qui me donne envie de me battre, ce en quoi je crois, ce qui, pour moi, important. La question climatique est quelque chose d'essentiel. Pour moi, le danger, il est imminent. Je le vois vraiment à ma fenêtre. Je le sens. D'ailleurs, il suffit que je sente un peu, que je respire pour sentir la pollution, les mauvaises odeurs, les émanations des usines, des voitures et toutes les mauvaises choses qui existent. Voilà, donc, qu'est-ce que je voulais dire? La question climatique. Voilà que je ramène la cigarette là-dedans. On pourrait considérer d'ailleurs, il faudrait là aussi, on peut envisager que celui qui veut fumer dans les espaces ainsi rendus réglementés, il faudrait qu'il se promène peut-être avec un système sous cloche. Il faudrait pour pouvoir continuer de fumer dans ces espaces, il faut qu'il garde sa fumée pour lui. Ainsi, il devrait être un peu isolé. Il ne faudrait pas qu'il contamine. Voilà, qu'il devient un contaminant, un danger. Un danger voilà le délire, puisqu'il faut l'appeler ainsi. Le délire de quelques-uns qui passent à la vitesse supérieure
Bien entendu, ayant souffert moi aussi de fumée passive, etc., etc., je comprends certaines choses, mais il y a à comprendre jusqu'à un certain point, puis il y a à, à accepter, on n'est pas accepter les divers et nombreux glissements et comment dire, perversion de la cause. Voilà que la cause devient perverse. Comme cette perversion qui était à la des caméras de surveillance qu'on a voulu baptiser, je ne sais pourquoi, de la vidéoprotection, alors que ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, c'est de la vidéosurveillance. Parce qu'à la base, il faut d'abord surveiller. Avant de protéger, il faut surveiller pour protéger. Mais on ne peut pas protéger sans surveiller. Donc ce sont des éléments de surveillance. Vidéosurveillance en le cas. Et ça surveille. Après, ça peut protéger. Ça peut protéger, ça peut prévenir. On pourrait aussi les appeler de la prévoyance ou prévenance. Bien, pas de problème. La question est sous quelque part et c'est logique. Mais ils ont un nom, ils ont une fonction, c'est cela. Ça surveille tout. Ça peut d'ailleurs, pour ce qui est de la surveillance, ça peut surveiller quelque chose qui n'a pas besoin d'être protégé. D'ailleurs, c'est le cas, puisque c'est devenu un moyen de surveillance et de réglementation de l'espace public et donc de la vidéo-verbalisation. Alors c'est une évolution qui n'était pas prévue. C'est un dévoiement, c'est une perversion, c'est une utilisation malveillante de quelque chose qui avait un but précis, principal, la surveillance, que ce soit une surveillance quotidienne, routinière, ou la surveillance à l'occasion d'événements exceptionnels, etc. Et ça devait rester dans ce cadre-là. Après, avec les moyens technologiques, bien sûr, on peut faire de la vidéo-verbalisation et on peut, là aussi, on va faire autre chose. Dès qu'il y a quelque chose qui devient possible, on va la rajouter à cette chose-là et bien entendu, on va faire de la reconnaissance faciale et puis on va faire ceci ou cela. On va surveiller, je ne sais pas, on peut surveiller les gens, alors qu'en fait c'était un moyen initialement pour protéger, prévenir et protéger si la prévalence n'avait pas fonctionné, donc protéger. Donc à un moment on pourrait l'utiliser pour contrôler, je ne sais pas, on a déterminé un horaire précis pour la sortie des conteneurs de déchets. Celui qui les sort, voilà, celui qui les sort trop tôt, par exemple, celui qui les laisse trop tard après le passage des cantonniers, par exemple, on va dire à chaque fois, on va faire en sorte que on trouvera, puisque technologiquement c'est possible. Et ça demande peut-être un peu plus de main-d'œuvre, mais c'est tout. Tout simplement, c'est une surveillance multitâche. Et voilà donc le fragment, comment le destin, comment un individu isolé tel que moi est coupé. Quoique cela n'est pas totalement vrai, puisque grâce à l'Internet ou à cause de l'Internet, peu importe, je suis encore dans le monde et je m'alimente. Je ne bouge pas de ma place et pourtant je m'alimente avec les informations et avec les opinions, et avec toutes sortes de choses et c'est ce qui me permet d'ailleurs de les faire de les faire un peu entendre dans mes paroles. C'est parce que je suis encore dans le monde malgré que
d'une certaine façon, par le fait que je n'y suis plus, ou que je n'y sois plus. Et voilà que, comment dire, le fragment, dont je reviens sur le bilan, et j'avais pensé à faire un appel au secours, et finalement, cela ne fonctionne pas. Normalement, je l'avais fait en arabe, et ça n'a pas fonctionné, mais beaucoup de choses ne fonctionnent pas, telles qu'on les pense. Il y a comme ça une loi, on pourrait dire, il pourrait y avoir une loi qui fait que certaines choses fonctionnent jusqu'à un certain moment où elles ne fonctionnent plus. On ne sait pas comment, c'est pas expliqué pourquoi à un moment il y a une défaillance. Mais il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas dès le départ. Pourtant, logiquement, en apparence, elles ont les moyens de fonctionner, mais elles ne fonctionnent pas. Ça ne prend pas. Donc on lance un appel au secours. Les gens qui pourraient l'entendre ne l'entendent pas, ne l'enregistrent pas, ne le prennent pas tel que ça a été voulu. Et parole après parole, rien n'est... en tout cas, tout est consommé comme n'importe quelle chose. Et ce n'est pas quelque chose qui est identifié comme pouvant participer à résoudre un problème précis. Non, c'est quelqu'un qui parle comme tous les millions de gens qui parlent, une parole parmi des milliards de paroles. Et évidemment, ça, comment on dit, en plus, il y a la singularité de cette parole, elle est particulière. Donc finalement, à un moment, elle cesse d'intéresser même les gens qui pourraient être les plus intéressés. Elle cesse de les interpeller, elle cesse de les interroger, et voilà, c'est fini. Un peu, je suis lancé, un peu en roue libre, et jusqu'au moment où je vais heurter quelque chose, et je vais perdre le contrôle, et je vais chuter. J'attends le moment de la chute finale, et qui va arrêter tout cela. Donc le fragment, quelqu'un l'a un peu théorisé, ou l'a un peu mis en lumière, le fragment. Et on ne peut pas dire que nos entités constituent un fragment. Nous constituons un ensemble qui fonctionne avec des éléments distincts, mais qui collaborent. Nous sommes plus qu'un fragment. C'est pour cela que le fragment, il a pu m'intéresser, fragment d'un discours amoureux, pourquoi pas, puisque finalement le discours amoureux varie en intensité, varie en moment, et évidemment, puisque nous sommes des êtres émotifs et des êtres réactionnels, nous, une relation d'une certaine intensité nous fait changer d'état, et donc à des moments on est dans l'emphase, à d'autres moments on est dans le repli, on est dans le doute, et cela fait que le discours se renouvelle ou se déploie d'une manière extensive, et marche par fragments. Parce qu'à un moment, pourquoi le fragment dans le discours amoureux? Parce que finalement, il y a des choses qui arrivent, mais elles ne sont pas de la même intensité. Et là aussi, quelquefois, ça peut être... Ils ne nous font pas réagir de la même façon. Quelquefois, on est réellement intéressé ou motivé pour
produire du texte ou de la réaction écrite ou verbale, et d'autres moments on est beaucoup moins, on ne se sent pas en capacité de le faire, on a moins le désir de le faire, on a envie un peu de ne rien faire. Il y a le côté réactionnel par l'écrit est beaucoup moins désiré. Le désir, il y a d'abord parler du désir. Déjà, il faut régler son rapport au désir, mais en parler, c'est quelque chose qui peut être un peu hors de nos possibilités à certains moments. Mais à d'autres moments, nous parlons, parce que ça permet peut-être de tenter de reprendre les choses en main, ou de respirer, etc., de prendre un peu de recul, quoique ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, mais en tout cas la notion de fragment peut marcher pour parler, pour tenir un discours sur l'amour, mais pour un discours sur soi, non. Le fragment, bien sûr le fragment ça peut être l'instant, simplement un instant, mais les instants que moi je produis ont une identité commune. Mais mes instants, tous, ont un air de familiarité. Ils se ressemblent d'une manière, je veux dire, évidente. C'est moi et toujours moi. Et quand je me perçois, même quand je perds un fragment de mon corps, quand je perds une dent, par exemple, et bien sûr, mon intégrité est touchée, mais je continue d'être moi, avec quelque chose en moins. Mais la perception que j'ai de moi ne change pas fondamentalement. Je sais que je suis attaqué par le principe de l'obsolescence, la fin. Il y a un processus qui se met en place et qui prend du temps. Voilà un des effets du temps. Je pas une dent. Et cette perte ne trouve pas sa cause dans quelque chose de récent, mais dans une antériorité assez importante, assez conséquente. Donc, cela a dû commencer il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 20 ans, il y a peut-être plus. Qui sait? Mais je ne me revendique pas de ce fragment. Ce fragment, et il n'est qu'une partie minuscule de l'être que je suis. Et je ne peux pas baser ma vie uniquement, même si je suis défiguré, même si l'idée, la vision que j'offre a radicalement changé, mon apparence a changé, mais je reste, quoi qu'il en soit, le même. Et après, évidemment, il y a des fragments. On est encore dans le fragment. Il y a des fragments de soi qui s'en vont. Des souvenirs, peut-être, qui s'étiolent, des choses qui disparaissent, ou qui commencent à disparaître. Bien sûr, là aussi, ma vision est en train de s'affaiblir. Et donc, il y a des choses comme cela. Mais malgré tout, il y a quelque chose de plus important, plus fort, qui continue de fournir la vision d'ensemble. Je ne suis pas fragmenté, je ne suis pas éclaté. Et voilà, je ne peux pas dire. Donc, la notion de fragment, souvent, comme on est à la recherche, qu'on peut être à la recherche de l'ami formidable, de l'ami miraculeux, comme on peut être à la recherche de l'amour, l'amour de sa vie, comme on peut être recherche un peu de la théorie idéale ou de la philosophie, ou on peut être à la recherche aussi du concept un peu couteau suisse, qui peut servir pour tout expliquer, pour tout comment dire, comprendre et aborder. Et finalement, le fragment, ce n'est pas suffisant. Le fragment démontre par là qu'il n'est pas suffisant.
Quand, par exemple, je suis quelqu'un qui fait plusieurs choses en même temps. Je fais ça et ça et ça. Ça ne veut pas dire que je suis fragmenté. Ce sont là des aspects de, de ce que je suis. Quand je les fais, quand je fais cette chose, je la fais de façon totale et non pas fragmentée. Je fais pas les choses, comment dire, je fais pas plein de choses en même temps. Je commence pas une chose et puis une autre et je mets un, comment dire, je commence une chose, je fragmente pas ma vie quand je fais plusieurs choses. Je ne me disperse pas. Au contraire, j'intègre plus de choses, j'enrichis et je densifie ma psyché ou des choses dans ce genre. Les choses que je peux rajouter, c'est des choses qui vont m'aider à mieux comprendre, à mieux me sentir, ou à mieux saisir certaines choses, ou à m'enrichir tout simplement psychiquement. Je m'enrichis psychiquement. Euh, euh, Là, je viens de dire une phrase, je ne sais pas si je ne l'avais pas dite auparavant. Voilà un peu la chose qui commence à se mettre en place, c'est qu'on dit une chose et on oublie qu'on vient de la dire et on la redit juste après. Bien entendu, c'est soi qui se transforme tout doucement, tranquillement, sans vraiment crier, sans faire beaucoup d'effets, mais tout doucement, il y a des altérations. Et voilà le mot altération, plutôt que fragment. Altération des choses. Des choses s'altèrent, se perdent un peu de leur consistance, perdent des fragments, mais perdent de leur consistance et de leur cohérence et de leur intégrité, de leur globalité, etc. etc. Donc, je laisse tomber le fragment, je l'ai un peu essayé de le faire tenir et je ne suis pas arrivé et je m'en fiche. Voilà quelque chose que je laisse partir au fil de l'eau. Ça ne me regarde plus. Le côté j'ai toujours plus ou moins, il ne faut pas exagérer, vu le monde comme une sorte de totalité, et finalement, il y a des choses qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles, et des choses qui se produisent pendant que d'autres sont en retrait, etc. Mais il y a, comment dire, le principe du retour des choses. Le fait que les choses se remettent en place. Le côté saisonnier, le côté cyclique des choses, qui fait que la chose qui a disparu peut se représenter, mais pas immédiatement. Elle a, comment dire, elle respecte, elle suit des lois et une sorte de cours. Je dis adieu à l'été. L'été prochain sera là. Il a des chances, il a beaucoup de chances de ressembler à l'été que je viens de quitter. Ce sera à peu près la même chose. Et donc je n'ai pas à m'inquiéter. Le monde est une totalité et non pas un monde fragmenté, est une totalité. Et chaque chose, certaines choses sont possibles à des moments et d'autres possibles à d'autres moments. On apprend, on se plie à cette loi, comme ça, cet ordre de
cette alternance de la disponibilité. Voilà comment on peut dire, bien entendu, ça m'a un peu stimulé d'entendre parler de cette notion-là et d'entendre quelqu'un. C'est toujours, je suis toujours un peu philo dans l'affaire. Beaucoup de gens disent, l'ont-ils réellement fait, disent qu'ils ont lu des choses, donc quelque part, plus la chose a une autorité importante, plus les gens s'en réclament. Les gens se réclament de Nietzsche, évidemment, parce que les gens se réclament de Proust. Un peu de la gloire de ces gens se reflète, se rejaillit sur eux. Voilà, quelque part, j'ai lu, donc j'ai un mérite. J'ai le mérite d'avoir lu et compris, et la preuve c'est que je l'utilise, soit en citant un passage, soit en faisant référence à quelque chose de particulier dans l'écrit de Proust ou de Nietzsche ou d'un autre. Et moi, là-dedans, comme j'ai dû lire quelques phrases de Nietzsche, ou j'ai jamais lu Proust, ou alors peut-être quelques lignes, mais est-ce que je dois m'en excuser? Loin de là. Je n'ai pas à m'abriter derrière des gens illustres comme ces deux-là ou d'autres. J'ai besoin, moi, tout seul, de trouver ma voix. Ma voix. Elle est où, ma voix? Et donc, on enlève un peu toutes les références, qu'elles soient de l'Antiquité ou qu'elles soient 18e, ou etc. Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Soit là-dedans, soit totalement, soit à partir de la terre, à partir de la matrice, si je puis dire. Quelqu'un qui a vu les choses naître, pousser, grandir et arriver à maturité. Un rapport très clair aux choses, très identifié. Et c'est à partir de ça, quelqu'un qui peut, d'une certaine façon, se revendiquer d'un territoire précis, de quelques éléments simplement, mais qui font sens pour lui. Il s'identifie à une terre, il s'identifie à un paysage, il s'identifie à des éléments dans ce paysage, et c'est son paysage à lui, son paysage d'origine, et c'est son paysage ultime en même temps. Et à partir de là, tout ce qui peut se produire peut évidemment ne peut pas faire oublier l'origine et le départ de toute chose et la matrice. Après, qu'est-ce que quelqu'un va m'apporter pour m'aider à mieux interpréter les choses? Je rencontre celui qui ne lit pas Nietzsche, n'a pas lu Nietzsche, a rencontré Nietzsche. Dans des circonstances, moi aussi je l'ai rencontré à des milliers d'occasions. Bien entendu, quand j'étais petit, etc., Nietzsche est présent partout. Et Proust aussi, et tous ces gens-là, et Hugo et autres, ces gens-là sont présents partout. Ils sont tellement présents qu'ils nous étouffent. Et on devrait un peu les abattre comme les divinités qu'on doit déchoir, qu'on doit faire tomber. Il y a, comme ça, nous avons chacun un peu à son, je ne sais pas comment le dire, à son panthéon. À ce panthéon-là, on doit plus s'en revendiquer. Et
Et donc, après, il est évident que des gens ont eu ont développé des idées à partir de leur matrice, sûrement différente de la mienne. La matrice, d'autres pourraient remplacer ce mot par environnement, etc., etc. Et voilà que, donc, la matrice, revenir à la matrice et un peu, ne pas être dans la philosophie, mais être un peu dans le réel, pas dans les interprétations, mais être dans la résolution des problèmes. Comment je peux faire face aux difficultés. Simplement, est-ce que la philosophie peut répondre aux problèmes de la sécheresse et de la raréfaction des pluies, des précipitations? Est-ce que est-ce que la philosophie peut nous dire comment répondre à la détresse de quelqu'un qui a semé, qui a travaillé, qui a labouré, etc., qui a mis de lui-même, beaucoup de lui-même, et qui attend des pluies qui ne viennent pas? Y a-t-il un principe philosophique qui va pouvoir, d'une certaine façon, le consoler? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La terre, pourquoi la terre? Pourquoi certains s'accrochent à la terre malgré le fait, malgré qu'elle les maintient dans la pauvreté? Parce que la terre, c'est quelque chose qui est, comment dire, vous possédez plus que quelques mètres carrés. Vous êtes en ville, vous possédez un espace à vous, mais le grand espace, vous le partagez avec les autres. Ah, et la terre, vous avez un peu plus d'espace. Et cet espace aussi a une histoire, a une signification. Cet espace, vous en avez hérité. Donc, il a une valeur symbolique, il a une valeur mémorielle. Et chaque, j'allais dire, chaque grain de poussière, vous êtes lié à chaque grain de poussière de ce terrain, de sa terre. Donc vous la quittez, vous quittez vos ancêtres, vous quittez un peu, je ne sais pas, vous avez rien qui puisse vous boucher l'horizon. Vous avez accès à l'air, vous avez accès au soleil, vous avez accès au ciel, vous avez accès au lointain, sans personne pour s'interposer entre vous et le grand monde. En ville, chaque fois que vous marchez, vous avez quelque chose qui limite votre vision. Vous devez marcher toujours un peu, vous ne pouvez jamais marcher, ou très rarement marcher à votre aise. À la campagne c'est cela. Vous marchez, peut-être vous n'avez que quelques milliers de mètres carrés, mais cela vous suffit pour vous sentir bien, vous sentir en paix. Mais voilà ce sentiment de ce rapport à la terre qui n'a pas son pareil, et sans faire beaucoup sans dire beaucoup de choses sur la terre, etc. Mais comment dire, moi j'ai rien contre les notions, contre les concepts, c'est leur côté, comment dire, comment ils peuvent contribuer à mieux, contribuer à m'aider à mieux percevoir le monde, à mieux m'intégrer dans le monde, à mieux trouver ma place dans ce monde. Et voilà donc cette chose, donc j'ai tenté de parler. C'était hier ou avant-hier, j'avais parlé de quelque chose que j'avais appelé « Je ne comprends pas le monde ». Ça n'a pas été un propos réussi. C'est vrai, à un moment on peut le dire, il y a quelque chose qui nous échappe, mais ce n'est pas par rapport au monde, mais c'est par rapport un peu par rapport à nous-mêmes. Comment en fait
on ne se donne pas les moyens d'obtenir une place dans le monde, une place convenable. Souvent, on est là et on attend. On attend toujours que quelque chose se produise pour nous sauver de notre marasme, et un miracle. Même pour les incroyants, il y a toujours l'attente d'un miracle ou d'un événement qui transcendant, ou je ne sais pas comment le dire, quelque chose d'une telle ampleur que ça va leur permettre de changer de peau, de changer de conditions, d'aller là où ils ont envie d'aller, de faire un peu le saut qualitatif qu'ils n'ont pas pu faire auparavant. On accepte comme quelqu'un qui accepte parce que il est pris dans des sortes de contingences ou dans des sortes de liens qui font qu'il accepte une servitude. Voilà, je reviens sur la servitude volontaire que je ne l'ai pas lue, mais qui accepte d'être réduit un peu à cette condition parce qu'il s'est lié, il s'est mis dans des situations qui l'obligent à rester dans un état un état qu'il refuse, mais pourtant il n'a pas, il pense qu'il n'a pas d'autre choix. Comme cette histoire de devoir se couper une main pour un peu sauver l'ensemble, rompre au prix de quelque chose qui a une valeur, mais souvent nous devons faire un sacrifice. C'est parce que nous hésitons à faire ce sacrifice-là, faire un sacrifice mais d'ampleur, un sacrifice conséquent, qui va nous permettre de nous sentir mieux. J'ai quelque chose en moins, mais au moins j'ai sauvé le reste. Je ne suis pas resté dans les conditions qui me maintenaient dans un état physique et psychique déplorable. Voilà un peu comment donc je ne comprends pas le monde, je ne comprends pas ce qui fait qu'un être persiste ou reste un peu comme ça dans une situation d'apathie, dans une situation de non-réactivité. Et évidemment, ces paroles avaient aussi pour but d'intéresser les autres pour qu'ils m'aident à sortir de cette situation. Mais malheureusement, ça a échoué. Et donc, je ne peux... Évidemment, il y a toujours une attente, il y a toujours un petit reste, un fragment de désir, voilà. Il reste un petit bout, voilà. C'est plus, ça paraît plus chantant de dire un petit bout de désir, quelque part, j'allais dire de convergence, encore des mots, oui, de convergence, de rencontre avec l'autre. Il reste ce désir là, un petit bout de rêve, un petit bout de désir, un petit bout. Un petit bout de quelque chose, un petit bout... ouais. Voilà, donc je finis, donc j'ai commencé avec le fragment et je finis avec le petit bout.
il y a comme cela des reproches qu'on voudrait faire à ceux que nous avons rencontrés, des reproches. À un moment, nous pouvons nous sentir légitimes à quelque part avoir ces reproches-là, et d'autres moments, nous perdons ce sentiment de légitimité et nous abandonnons nos reproches. D'ailleurs, nous abandonnons et les reproches et les êtres à qui on voulait faire ces reproches. Quant à soi, les reproches sont permanents, sont évidemment continuels. Le seul problème, c'est que quelquefois, ils ont tendance à être un peu répétitifs. Et évidemment, on sait que la chose répétée finit par ne plus alerter, finit par perdre son acuité. Voilà, quelque part, on aimerait presque se réveiller avec de nouveaux reproches, avec de nouveaux regrets. Au moins, on dira, à ce niveau-là, sur ce plan-là, les choses bougent. Bah, finalement, on est un peu devant une seule et même phrase, une ritournelle. Pourquoi j'ai fait comme ça à un moment où j'aurais dû faire autrement? Voilà la question que je me suis posée des millions de fois et que je suis fatigué de poser. Je me suis fatigué à me la poser et je ne peux pas échapper, je me la reposerai encore, ça c'est sûr, parce qu'il y a un moment nodal, un moment fondateur, et bien entendu, quand on dit cela, on ignore toujours que les choses ne se passent pas comme on les imagine. Souvent, il peut y avoir, malgré le fait qu'on ait fait le bon choix, ou ce qu'on prend pour le bon choix, il peut y avoir quelque chose. Il y a toujours, on est dans la vie, dans la société, il y a toujours, soit on fait une rencontre, soit on fait un moment. On est séduit par une idée et on s'embarque dans, je ne sais pas, on s'embarque dans quelque chose, c'est ça. On est, à un moment de notre vie, on est très, très sensible, on est très séduisable, et c'est là le problème. C'est que on ne sait pas. Je sais que je suis là au moment où je suis devenu relativement imperméable aux sirènes à certaines sirènes en tout cas. Je ne suis plus en demande de sens, en demande de credo, en demande de quoi que ce soit. Donc ça me protège. Enfin, je suis, j'allais dire, vacciné. Je suis totalement, si je puis le dire ainsi, autonome par rapport à ces choses. Mais il y a 40 ans, je ne l'étais pas du tout. Il y avait un désir, malgré tout, de bouleverser l'ordre régnant. Il y avait un désir de changement et qui pouvait un peu monter en puissance et quelque part qui aurait pu me mener jusqu'à un acte fort, un acte, je ne sais pas, se terminant par le don de soi, je n'en sais rien, donc comment on peut le considérer. Il y avait une telle charge émotionnelle, une telle charge, c'est ça le problème. Donc,
évidemment, on peut se poser la question, mais il faut immédiatement émettre des réserves parce que justement, il y a des âges dans la vie où on n'est pas le maître de sa destinée du tout, du tout. Et quand on le devient, ça arrive assez tard. On le devient un peu, évidemment. C'est jamais totalement acquis, mais on le devient un peu. D'abord, on est beaucoup moins réactif et voilà, quelque part, je ne peux qu'émettre beaucoup de réserves sur le devenir qui aurait été le mien, malgré tout. C'est clair que ça restera quelque chose d'assez énigmatique et d'assez difficile à imaginer, à concevoir. Voilà, donc je finis ces mots pour l'instant. J'ai mis 1 heure, à peu près 1 heure, donc ça suffit largement pour un peu reprendre le cours de mes paroles, un peu pour ne pas rester dans le contexte de difficultés que je traverse, qui des contrariétés sans fin et des contraintes aussi là trop lourdes, parce que je suis dans un environnement hostile et que j'ai personne quelque part pour me sauver de cet environnement, pour m'extraire de cet environnement. Bah, évidemment, je lance un appel au secours, mais bon, aidez-moi à quitter ces lieux, aidez-moi à quitter cet environnement. Mais bon, sans espoir d'être entendu, je lance un appel au secours, mais bon, c'est un peu comme ça. Je le lance et je peux le lancer longtemps, mais ça restera sans réponse.